Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du diagnostic et de la prise en charge des paraphilies. Donc on va commencer par aborder ce que c'est qu'une paraphilie. Alors le terme de paraphilie a été défini par les classifications américaines, en particulier l'actuelle qui est le DSM-5, et par la classification européenne, l'actuelle étant l'ICD-10, pour en quelque sorte remplacer ce qu'on appelait autrefois les perversions sexuelles. Alors ce qui est important, c'est qu'il s'agit d'une sexualité déviante, inhabituelle ou bizarre, soit sous forme de fantasme, soit sous forme de pratique sexuelle, et qui peut perturber les relations que le sujet a avec les autres. Alors soit il utilise des objets inanimés pour assouvir ses passions sexuelles, ça peut être le cas du fétichisme par exemple, avec un intérêt exclusif ou au moins préférentiel pour des sous-vêtements, des chaussures ou autrefois les cheveux des femmes. Il y avait des coupeurs de nattes de femmes au siècle dernier. Ça peut être aussi la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou du partenaire, qui est un élément fondamental pour aboutir au plaisir sexuel. Il s'agit de sadisme quand c'est la souffrance de l'autre, et il s'agit de masochisme quand il s'agit de la souffrance du sujet lui-même, qui peut aboutir dans certains cas à des viols. Mais la situation sadomasochiste en tant que telle, et lorsqu'elle est librement consentie au sein d'un couple, ne constitue pas un objet de délit sexuel. Les enfants prépubères, alors ça concerne une sexualité avec des enfants qui ont moins de 13 ans, selon la définition actuelle, 13 ans étant considéré jusqu'à il y a quelques années comme l'âge moyen de la puberté dans le monde, mais malheureusement l'âge moyen de la puberté diminue assez rapidement dans l'ensemble des pays, donc il faudra probablement revoir la limite d'âge. Et puis l'auteur est censé avoir plus de 16 ans, ce qui là aussi pose un problème parce qu'on voit de plus en plus d'adolescents qui ont des conduites sexuelles déviantes, et donc il faudra probablement redéfinir l'âge limite pour l'agresseur. Ça peut aussi inclure d'autres personnes non consentantes. On parle d'exhibitionnisme. Le sujet va avoir besoin d'exposer ses organes génitaux devant d'autres personnes pour aboutir à du plaisir sexuel sur le moment ou en différé. Du frotteurisme qu'on rencontre essentiellement dans les magasins aux heures de pointe ou dans les métros. Et certains pays comme le Japon ou l'Inde ont donc mis en place des wagons séparés pour les femmes parce que les femmes se plaignaient de frotteurisme et de propositions sexuelles dans les transports en commun. Le voyeurisme qui a été nettement aidé par la technologie vidéo, où on a maintenant des hommes en particulier qui vont installer des caméras vidéo dans les toilettes de femmes et puis ramener les vidéos chez eux pour aboutir à une masturbation chez eux. Donc dans ce cas-là, ça peut être sanctionné par la loi, etc., etc. Il y a de nombreuses paraphilies qui ont été décrites sur Internet et qui sont parfois observées, mais les plus fréquentes sont celles dont je viens de parler. Alors les paraphilies peuvent être indispensables à l'acte sexuel. On parle de paraphilie exclusif, c'est-à-dire que le sujet n'a de plaisir sexuel que dans le cadre de sa conduite déviante, ou elles peuvent n'apparaître qu'épisodiquement. Certains sujets, par exemple, peuvent avoir des envies de violence sexuelle uniquement dans des périodes de stress professionnel ou personnel, ou sous l'emprise de toxiques, en particulier l'alcool, du fait de ses versions de ses capacités désinhibitrices, ou la cocaïne parce qu'elle a tendance à accroître le plaisir sexuel, et c'est d'ailleurs essentiellement dans ce but qu'elle est consommée dans la plupart des soirées mondaines. Elle devient maintenant un produit plus populaire, mais elle a longtemps été considérée comme un produit permettant d'atteindre le nirvana sexuel. Alors le problème, c'est qu'on a souvent affaire, et souvent trop tard malheureusement, à des sujets qui ont déjà été condamnés, déjà jugés. Et donc il s'agit dans ce cas d'une agression sexuelle qui est définie par le juge comme toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Donc la notion de non-consentement est fondamentale pour parler d'agression sexuelle. Donc dans le cadre du viol, il faut qu'il y ait actuellement une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit. L'exhibition, c'est le seul terme qui juridiquement correspond exactement à la clinique, c'est-à-dire que le sujet expose ses organes génitaux à la vue d'autrui. Les circonstances aggravantes, c'est s'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans. Et l'inceste a également été reconnu par la législation, mais tardivement, il y a quelques années seulement. Alors juste quelques mots sur l'exhibitionnisme, qui correspond donc parfaitement entre la classification psychiatrique et la classification pénale. C'est le fait d'exposer ses organes génitaux devant des étrangers, en général du sexe opposé, si possible dans des endroits publics et parfois à la sortie des écoles, parce que le sujet est à la fois exhibitionniste et pédophile. Alors il peut ou
ou avoir ou ne pas avoir une excitation sexuelle au moment de l'acte. Et parfois, il va se masturber rétrospectivement en repensant aux situations d'exhibition. Alors, il s'agit dans l'immense majorité des cas d'hommes d'âge moyen, environ entre 30 et 50 ans, et qui sont hétérosexuels, et parfois d'ailleurs, même le plus souvent mariés et pères de famille par ailleurs. La pédophilie, le type d'activité sexuelle va varier de la contemplation d'un enfant nu à de véritables relations sexuelles, parfois même conduire au meurtre des enfants, comme s'ils voulaient effacer toute preuve ou tout témoignage de leur acte pédophile. La victime est connue, pratiquement dans 2/3 des cas, et les pédophiles ont souvent coutume de rapporter avec beaucoup de cynisme, du fait de leur personnalité assez perverse, qu'on leur a apporté les victimes sur un plateau, c'est-à-dire qu'ils ont 40, 50 ans, ils vivent seuls, tout le monde le sait, et puis ils sont tellement gentils avec les enfants que tout le voisinage leur confie les enfants à garder, voire même les invite chez eux et les fait dormir dans le lit des enfants, comme m'ont décrit certains pédophiles. Alors dans un cas sur deux, la pédophilie a lieu au domicile soit du pédophile, soit de la victime. Le déni est assez rare, puisque c'est à peu près 10 à 15% des pédophiles qui nient totalement tout acte pédophile. La plupart d'entre eux le revendiquent très clairement et revendiquent même, pour ceux qui sont pédophiles exclusifs, l'exclusivité de leur sexualité, en disant: puisque la loi française m'interdit tout acte sexuel avec les enfants, je préfère ne pas avoir de sexualité. Alors comment est-ce qu'ils rationalisent? Ils ont une rationalisation assez constante d'un pédophile à l'autre. Ils pensent que ça a une valeur éducative pour l'enfant. Ils peuvent dire il vaut mieux que ce soit moi qui m'occupe de l'éducation sexuelle de ma fille plutôt qu'un jeune qui ne connaît rien au sujet et qui va la brutaliser. Ou bien ils vont penser, pour les pédophiles qui ne sont pas des pères incestueux, que c'est une source de plaisir pour l'enfant, voire même qu'il a du désir sexuel et qu'il a pu provoquer l'adulte. Et pour vous citer un exemple, j'ai l'exemple en tête d'un pédophile extrêmement récidiviste qui disait le petit garçon, il a éprouvé du plaisir, la preuve c'est qu'il s'est retourné au moment de la sodomisation, donc c'est bien la preuve qu'il a trouvé du plaisir dans l'activité sexuelle. Les classifications de la pédophilie. Alors, la plus discriminante en termes de récidive, qui est la problématique essentielle des pédophiles, c'est celle qui est basée sur le sexe de la victime. Alors, ceux qui sont attirés par les petits garçons font des victimes beaucoup plus nombreuses, ils sont beaucoup plus dangereux, ils sont beaucoup plus prédateurs. Ils prennent des petits garçons qui ont un peu plus de 10 ans, simplement du fait de l'âge de la puberté. Et les pédophiles vous décrivent de façon pratiquement constante que dès l'apparition des premiers poils pubiens, ils sont dégoûtés et ils ne souhaitent plus de sexualité avec les enfants. Donc il faut que ce soit vraiment avant les premiers stades de l'apparition de la puberté. Ils sont donc depuis toujours considérés à haut risque de récidive et ce sont les plus fréquemment les pédophiles exclusifs. Ceux qui sont attirés par les filles sont un tout petit peu plus jeunes, puisque les pubertés des filles sont un petit peu plus précoces que celles des garçons, entre 8 et 11 ans. Ils sont beaucoup plus nombreux statistiquement. Ils sont souvent mariés, ce qui est un vrai problème, parce que quand vous proposez un traitement hormonal à un patient pédophile multirécidiviste qui est marié par ailleurs, souvent vous avez la femme qui débarque dans votre bureau en disant « mais nous n'avons plus de relations sexuelles à cause de votre traitement et c'est vous qui l'avez rendu pédophile » et ils vous accusent de tous les maux de la terre parce qu'en fait vous avez posé un diagnostic et mis en route un traitement. Donc c'est très compliqué à gérer quand il s'agit d'hommes hétérosexuels mariés du point de vue thérapeutique. Et puis les bisexuels qui sont attirés à la fois par les petits garçons et par les petites filles, ça reste relativement rare, c'est 10% des cas à peu près. Alors on peut aussi les classer selon l'âge des victimes. Il y en a qui s'intéressent à des victimes très jeunes, des bébés, parfois, à moins de 6 ans, et qui sont capables de véritables actes de pénétration sexuelle sur des bébés. Et puis ceux qui s'intéressent aux adolescents et qui donc vont dans certains pays où les adolescents peuvent se faire payer pour des actes sexuels et qui choisissent des adolescents qui sont immédiatement pubères ou pas encore tout à fait en fin de puberté. Alors, le type exclusif va débuter en général à l'adolescence et tous les pédophiles exclusifs vous disent que leurs premiers fantasmes sexuels ont été des fantasmes pédophiles et qu'ils n'ont pas eu d'autres types de fantasmes avant les fantasmes de pédophilie, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce et d'une prise en charge précoce de ces adolescents, puisque actuellement aucune étude ne permet de montrer que la prise en charge précoce des adolescents à fantasmes pédophiles pourrait réduire le passage à l'acte à l'âge adulte, mais il y a tout lieu de penser que ça pourrait être le cas. Alors l'inceste, qui est une catégorie un peu à part, parce que c'est une pathologie de type
pédophilique au sens large, mais qui reste exclusivement une histoire intrafamiliale. Le risque de récidive est faible, puisqu'une fois que les enfants ont été élevés et ne sont plus dans le créneau d'âge, le sujet s'arrête. Mais le risque redevient présent, évidemment, quand le sujet devient grand-père. Et donc la récidive est d'à peu près 10%. Et c'est souvent d'ailleurs quand les filles qui ont été victimes de violences de la part de leur père deviennent elles-mêmes mères, qu'elles s'inquiètent et qu'éventuellement elles portent plainte pour éviter la répétition du cercle vicieux incestueux. Alors c'est les petites filles le plus souvent, mais ça peut être les petits garçons. Ça peut être le père, ça peut être le grand-père, ça peut être le beau-père. Et alors dans ce cas-là, attention aux pédophiles qui passent très volontiers des petites annonces pour trouver des femmes qui ont des enfants dans les créneaux d'âge qui les intéressent, de façon à avoir les victimes évidemment sous la main. Ils ont souvent des difficultés conjugales et ils décrivent souvent des sexualités difficiles. Alors, ils vont dire, par exemple, ma femme refuse certains types de pratiques sexuelles, donc je le fais avec ma fille parce que j'ai envie de ça. Et ils utilisent très fréquemment l'alcool à visée des inhibitrices avant le passage à l'acte sexuel. Leurs antécédents judiciaires sont rares, sont des histoires qui restent exclusivement sexuelles et intrafamiliales et relativement discrètes. L'épidémiologie de la délinquance sexuelle en général. Alors déjà, il y a un élément important, c'est que toutes les conduites paraphiliques ne débouchent pas forcément sur un acte déviant sexuel. La plupart restent des histoires privées, strictement intrafamiliales. Je pense en particulier au sadomasochisme qu'on voit parfois entre certains époux, au frotteurisme qui ne conduit pas systématiquement à des plaintes, au fétichisme qui n'a aucune raison de conduire à des plaintes, au voyeurisme qui le plus souvent reste une affaire discrète et privée et les victimes entre guillemets n'ont pas forcément la conscience de ça. Ceux qu'on voit le plus souvent en pratique sont les exhibitionnistes et les pédophiles et les violeurs en série, en sachant que le viol est un comportement hétérogène, qui est un terme juridique qui ne renvoie pas à une pathologie psychiatrique précise, mais qui peut être sous-tendu par exemple, du sadomasochisme ou bien de la pédophilie. La prévalence de la délinquance sexuelle est mal connue. À peu près 15% des prisonniers sont en prison pour des actes sexuels délictueux actuellement, essentiellement des hommes, 90 à 95% en France, voire même 98%, un petit peu moins aux États-Unis, un peu plus de femmes qui sont délinquantes sexuelles aux États-Unis, qui en général ont une maladie mentale, sont alcooliques, ont un retard mental ou un conjoint pédophile qui les entraîne dans des actes pédophiliques. 20% des délinquants sexuels sont des adolescents. Et alors le problème quand on est face à un délinquant sexuel, c'est de penser à rechercher une paraphilie et éventuellement une deuxième, voire une troisième paraphilie, parce que dans 95% des cas, on a au moins 2 paraphilies. Le sujet peut commencer par s'exhiber à la sortie des écoles, avoir des fantasmes pédophiliques, ne pas en parler, et puis dans un deuxième temps, passer à l'acte sexuel sur des enfants. Où on a maintenant de plus en plus souvent des sujets qui ont des fantasmes pédophiles, c'est à peu près 15 à 20% des hommes dans la population générale et 2 à 3% des femmes, et un certain nombre d'entre eux vont visionner des films pédophiliques, sans passage à l'acte sexuel, et puis certains d'entre eux vont commencer par visionner des films pédophiliques, puis progressivement augmenter la gradation dans le passage à l'acte et finir par avoir des relations sexuelles avec des vrais enfants. Et donc il faut être très prudent dans l'évaluation et avoir bien présent à l'esprit que quand vous êtes face à un patient paraphilique, il n'est pas forcément un futur délinquant sexuel, et que quand vous êtes face à un délinquant sexuel, il n'est pas forcément atteint d'une paraphilie. Quels sont les facteurs de risque de récidive? Le taux de récidive chez les délinquants sexuels, il est à peu près de 50% à 22 ans, c'est plus 3% par an en l'absence de toute prise en charge thérapeutique. Les pédophiles homosexuels sont de loin les plus dangereux, c'est d'ailleurs pour ça qu'au siècle dernier, on pratiquait des castrations chirurgicales chez les pédophiles homosexuels, parce qu'on savait que c'était des malades dangereux à risque de récidive. En France, fort heureusement, c'est interdit depuis très très longtemps. Mais la question se pose encore en République tchèque, en Allemagne en particulier. L'inceste, le risque de récidive est à peu près de 10%, l'exhibitionnisme à peu près de 4%. Plus ils ont commis d'actes de délinquance sexuelle, plus ils en commettront.
plus ils consomment d'alcool et de toxiques, plus ils sont à risque de récidive, en particulier avec la cocaïne. Et les cocaïnomanes peuvent par exemple devenir des délinquants sexuels ou des paraphiles à cause de la consommation de cocaïne. Et quand vous faites cesser la consommation de cocaïne, la délinquance sexuelle ou la paraphilie peut continuer à évoluer pour son propre compte. Et donc il faut bien prendre en charge de façon distincte les cocaïnomanes dans leur cocaïnomanie et les cocaïnomanes qui ont une déviance sexuelle ou un comportement de délinquance sexuelle parce qu'il peut continuer à évoluer indépendamment de toute prise de cocaïne. La déficience intellectuelle, c'est à peu près 10% des sujets, ça constitue un facteur favorisant parce qu'évidemment un garçon de 20 ans qui a le quotient intellectuel d'un gamin de 10 ans, il va avoir tendance à s'apparier sexuellement avec un gamin de 10 ans sans penser forcément que c'est interdit par la loi, d'autant plus que lui-même a pu être victime de violences sexuelles par des éducateurs quand il était placé dans un foyer, ce qui arrive quand même de façon non exceptionnelle. Et puis le principal facteur de récidive, c'est bien sûr la mauvaise observance du traitement chez les patients qui ont commis un délit sexuel. Alors, sur le plan étiologique, on ne sait pas grand-chose. Il n'y a pas de dysfonctionnement hormonal. Il pourrait y avoir un dysfonctionnement du cortex orbitofrontal qui donc empêcherait l'inhibition de certains passages à l'acte qui ne sont pas adaptés. Un certain nombre d'entre eux, pas la plupart, ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance. C'est entre 30 et 40%, ça dépend des études, 10 à 15% de retard mental. Et puis il y a évidemment tout le rôle des films pornographiques qui sont consommés de façon de plus en plus importante, qui sont de plus en plus violents chez les adolescents et qui constituent très souvent l'éducation sexuelle des adolescents, qui considèrent que le consentement n'est pas un prérequis dans la relation sexuelle et que l'autre peut tout à fait être considéré comme un objet et que plus on le considère comme un objet, plus c'est associé à du plaisir sexuel, ce qu'ils voient dans les films pornographiques qu'ils ont consultés, ce qu'ils vous racontent de façon tout à fait naturelle quand ils sont adolescents. Peuvent constituer des facteurs favorisants, l'alcool, les toxiques, le stress et puis évidemment les lésions cérébrales organiques. Quand les patients démarrent une démence, ils peuvent devenir paraphiliques ou bien quand ils ont eu un traumatisme crânien. Sur le plan thérapeutique, on a deux objectifs. Chez un patient paraphilique qui est à risque de passage à l'acte sexuel, on va, s'il a déjà eu un passage à l'acte, l'empêcher de récidiver. Et puis bien sûr, on va s'occuper aussi de lui personnellement, c'est-à-dire améliorer sa qualité de vie, parce que derrière chaque délinquant sexuel, il y a aussi la souffrance d'un sujet. Alors ça va tenir compte de ses capacités psychologiques. Est-ce qu'il est capable d'un abord psychothérapique? Est-ce qu'il est capable de prendre un traitement, de venir de façon régulière? Est-ce qu'il est motivé? C'est-à-dire est-ce qu'il vient parce que le juge l'a obligé? Ou bien est-ce qu'il vient de façon personnelle, ce qui est malheureusement beaucoup plus rare. Et on aimerait qu'il y ait des numéros verts qui soient mis en place pour que les patients puissent appeler de façon anonyme pour dire voilà, j'ai des fantasmes pédophiliques, j'aimerais être prise en charge, où est-ce que je peux consulter? Ce qui est le cas par exemple dans des pays comme l'Allemagne, et c'est très utilisé par des gens qui ont des fantasmes pédophiliques et que ça inquiète avant tout passage à l'acte. Alors, dans le cas de la Société mondiale de psychiatrie biologique, on a mis en place des recommandations de prise en charge des paraphilies. Alors, on va du niveau 1 au niveau 6. Le niveau 1, le but essentiel, c'est de contrôler les comportements paraphiliques qui pourraient avoir un impact en termes de déviance sexuelle et de passage à l'acte sexuel considéré comme de la délinquance. Donc si on veut contrôler les comportements paraphiliques sans impact sur la fonction sexuelle conventionnelle, c'est-à-dire par exemple un sujet qui est fétichiste ou qui est voyeur et qui en souffre mais qui n'a pas eu de passage à l'acte sexuel, bien sûr, le traitement, c'est la psychothérapie, si possible la thérapie cognitivo-comportementale, mais du fait des difficultés à mettre en place ces études, on n'a pour l'instant qu'un niveau moyen de preuve. Et pour toutes les autres formes de psychothérapie, on n'a pas de niveau de preuve au sens des recommandations habituelles, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire la preuve de leur efficacité parce qu'il est extrêmement difficile de conduire des études contrôlées dans ce domaine. Le niveau 2, si on veut contrôler des paraphilies modérées, par exemple un exhibitionniste, sans risque de viol, sans risque de pédophilie, on va contrôler sa paraphilie avec un impact mineur sur la sexualité non déviante, on va dire. On va utiliser dans ce cas-là des antidépresseurs de type inhibiteur de récapteur de la sérotonine et on va augmenter progressivement les doses jusqu'à obtenir une bonne efficacité ou jusqu'à avoir des effets secondaires. Ça va donner par exemple la fluoxétine 40 à 60 mg ou la paroxétine à 40 mg par jour. Mais là encore, on n'a pas d'études contrôlées. On a des études en ouvert qui montrent l'efficacité, mais pas avec des études contrôlées comme l'exigerait par exemple une analyse de type Cochrane.
Le niveau 3, on commence à avoir des paraphilies qui sont plus importantes, mais on n'est pas dans le sadisme sexuel. On veut réduire de façon modérée l'activité sexuelle, et dans ce cas-là, on pourra utiliser l'acétate de cyprotérone, qui est l'androcure, qui est un produit qui va empêcher la testostérone de se fixer sur ses récepteurs à des doses faibles, 50 à 100 mg par jour, éventuellement en association avec l'antidépresseur. Le niveau 4, où là on commence à être dans un risque de passage à l'acte et de violence sexuelle. Alors on a une première option qui peut être d'augmenter la dose d'acétate de cyprotérone, c'est-à-dire l'androcure, en sachant qu'en France on n'a qu'une forme orale, avec toujours un doute sur la prise du traitement, jusqu'à 200, maximum 300, mais en général quand à 200 on n'a pas d'efficacité, ça ne sert pas à grand chose de monter jusqu'à 300. Si le patient est anxieux, qu'il est un peu déprimé, on peut associer des antidépresseurs. Et si on a le moindre doute sur l'observance, qui est très souvent le cas, on va passer directement au niveau 5, qui est donc l'utilisation d'analogues de la gonadotrophine releasing hormone sous forme retard, on appelle ça la triptoréline, ou l'acétate de l'euprolide, et ça va donner le décapeptyl, l'énantone ou le salvacil en termes de non commercial. Alors seule en France, la forme injectable tous les 3 mois, c'est-à-dire à 11,25 mg sous forme intramusculaire, a l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication. Et ça s'appelle le salvacil. Et donc on va l'utiliser chaque fois qu'il y a de la violence sexuelle, c'est-à-dire le violeur multirécidiviste, le pédophile qui a fait plusieurs passages à l'acte. Donc on va dans un premier temps utiliser une combinaison d'androcure, acétate de cyprotérone et pendant 1 mois, puis associer le salvacil ou le décapeptyl ou l'énantone pendant le 2e mois, puis ensuite réduire progressivement l'androcure pour éviter les risques induits par l'augmentation très provisoire de testostérone à la première injection d'analogue du GnRH. Et donc si on a le moindre doute que le patient pourrait s'injecter de la testostérone qu'il achète sur Internet, à ce moment-là, on fait des dosages à l'improviste de testostérone. Et puis, dans ce cas-là, ou directement au niveau 6, quand on a l'impression qu'on ne contrôle pas la déviance sexuelle et qu'il y a un risque de passage à l'acte chez des pédophiles vraiment multirécidivistes ou des violeurs, véritables prédateurs, dans ce cas, on peut associer les analogues d'AGNRH avec de l'acétate de cyprotérone, entre 50 et 200 mg par jour. Et si là encore ça ne marche pas, on peut aussi ajouter des antidépresseurs, mais on n'a aucun niveau de preuve parce qu'il n'y a aucune publication dans la littérature sur ces patients. La plupart du temps, on les contrôle avec simplement les analogues du GnRH. Alors le consentement éclairé est obligatoire dès qu'on utilise un traitement hormonal, que ce soit l'androcure ou que ce soit les analogues de la GnRH. Comme bilan initial, on va rechercher le type et le nombre de paraphilies, on va essayer d'évaluer le type de personnalité, les antécédents psychiatriques, est-ce qu'il y a une comorbidité psychiatrique associée, les antécédents judiciaires, puisque plus le sujet a commis de délits sexuels, plus il en recommettra, ses antécédents traumatiques, en particulier les antécédents d'abus sexuels dans l'enfance. On va faire un examen médical si on prescrit un traitement pharmacologique. Si c'est un adolescent, il est indispensable que la puberté soit achevée avant d'utiliser un traitement antiandrogène qu'on utilisera dans un nombre infime de cas. On va faire un bilan hormonal, au moins une testostérone et une LH, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie hormonale qui puisse sous-tendre le comportement sexuel déviant. Et puis on va éliminer bien sûr les contre-indications des traitements médicamenteux. Alors on va toujours utiliser une psychothérapie, préférentiellement une thérapie cognitivo-comportementale. C'est très utilisé, les thérapies cognitivo-comportementales au Canada, en Amérique du Nord et en Allemagne. Et le choix du traitement, si on pense qu'il faut recourir à un traitement, ça va dépendre des antécédents médicaux du patient. Quelquefois, le patient a déjà reçu un traitement pharmacologique et donc on va reprendre le traitement pharmacologique qu'il a pu arrêter. De l'observance prévisible, si on a le moindre doute, on va recourir à un traitement injectable. De l'intensité des fantasmes sexuels paraphiliques et surtout du danger potentiel pour les victimes et du risque de passage à l'acte sexuel déviant. Et on va donc réserver les traitements anti-androgènes aux paraphilies sévères, en particulier les pédophiles récidivistes, les violeurs prédateurs, qui ont un risque élevé de récidive ou de violence. On va s'assurer chez l'adolescent que la puberté est achevée et on va associer de l'androcure pendant les 2 premiers mois. D'abord pendant, on va dire, une dizaine de jours seul,
Puis ensuite, une fois qu'on aura fait la première injection d'analogue du GnRH, on va garder les deux en association pendant le premier mois et ensuite réduire progressivement l'androcure. On va réserver les inhibiteurs de capture de la sérotonine, c'est-à-dire les antidépresseurs, au cas où le risque de passage à l'acte est très faible, essentiellement l'exhibitionnisme isolé. Et puis chez les adolescents qui ne sont pas pubères, mais qui ont une paraphilie qui est déjà bien définie. Et donc au maximum de patients adolescents chez lesquels on a besoin d'un traitement pharmacologique. On aura donc un recours exceptionnel aux antiandrogènes chez les adolescents. Alors, chez les adolescents, donc, on vient de terminer l'écriture de recommandations. Donc, il faut déjà reconnaître la paraphilie. On va utiliser préférentiellement les thérapies comportementales ou les inhibiteurs de capture de la sérotonine. Et puis, comme je viens de le dire, les antiandrogènes, il faut que la puberté soit achevée, qu'on ait le consentement des adolescents et de leurs parents s'ils ont moins de 18 ans. Et ça va être vraiment réservé à une infime minorité de pédophiles avec des passages à l'acte ou bien d'adolescents qui ont déjà commis plusieurs viols. Et voici pour terminer donc 2 ouvrages que j'ai écrits, un sur les victimes qui est paru chez Adil Jacob et un sur l'approche psychiatrique des déviances sexuelles qui est paru chez Springer Verlag en 2012. Merci beaucoup de votre attention.